Bonjour, je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans, je suis réunionnaise. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de résilience. La résilience, c'est l'aptitude d'un individu atteint par un traumatisme à se redresser, à se ressaisir, à rebondir. Je vais vous partager mon expérience. Nous sommes au début de l'année 2016 et comme tous les débuts d'année, on est plein de croyances, de rêves, d'envies. On se prend à rêver à cette nouvelle année. Et moi, à ce moment-là, j'en viens même à écrire dans un carnet mes rêves, mes objectifs, tant personnels que professionnels. Tout va bien dans ma vie, je gère 2 sociétés, l'agence immobilière familiale et ma boutique de déco. Les chiffres sont bons. J'ai un grand groupe d'amis, beaucoup de copains également, avec qui je partage beaucoup de bons moments. Mais le plus clair de mon temps, je le partage avec ma famille, mes parents, mon frère, ma sœur. Les déjeuners, les apéros, les dîners, même les week-ends. Pour moi, la famille, ça passe avant tout. Donc nos limites pour ma famille. Le 4 février 2016. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait le 4 février 2016 ? Comment s'est passée votre journée ? Eh bien, c'est normal. Ça devait être une journée comme une autre, une journée banale pour vous. Pour moi, ce ne fut pas le cas. Il est 7h du matin, je suis dans ma salle de bain. Je suis en train de me préparer pour aller travailler. Mon téléphone sonne. Bizarre. Qui peut bien m'appeler à une heure pareille ? Mon oncle. Encore plus bizarre, on n'a pas l'habitude de s'appeler, certainement pas à 7h du matin. Et qu'en plus, on avait dîné ensemble la veille. Il me jette ces quelques mots au téléphone. « Bonjour Sophie, tu es réveillée ? J'ai besoin de te parler. Je suis en route, j'arrive chez toi. » Je bredouille fébrilement, hein. D'accord. Puis il raccroche. À ce moment-là, je me dis que quelque chose vient de se passer. Quelque chose qui va bousculer ma vie, mon monde enchanté. Et puis, je tente de chasser mes pensées noires, de me dire que finalement, ce n'est peut-être rien de grave. Quelques minutes plus tard, le portail de ma cour s'ouvre, mon oncle se gare. J'attends. J'attends son annonce tel un coup près. Il sort, me regarde et me dit « Sophie, il va falloir être forte. Ton père est mort ce matin, tôt. » Je pousse un cri à en réveiller tout le quartier. Jure que mon papa n'a pas pu mourir. Je m'effondre, au sens propre comme au figuré. 30 minutes plus tard, on arrive chez mes parents. Mon père est dans son lit et il dort à jamais. Un arrêt cardiaque l'a foudroyé en pleine nuit. Mon père, cet homme qui m'a mis au monde, qui m'a conçu, qui m'a éduqué, qui m'a tant aimé, mon pilier, le premier homme de ma vie vient de me quitter. Mon monde est en train de basculer. Le chapitre du monde enchanté vient de se clôturer brutalement. Le prochain à s'ouvrir est celui du deuil, mais il ne sera pas le seul. Le deuil, c'est ce chemin sinueux de réflexion, de prise de conscience, parce qu'on ne réalise pas tout de suite, d'acceptation, de gestion de ses sentiments et de ses émotions. Rapidement, des conflits familiaux s'installent. Les jalousies de l'enfance renaissent. Notre pilier vient de disparaître, les places se redéfinissent, et chacun souhaite prendre la place qu'il a toujours souhaité avoir. Toi, tu as été le préféré de tel parent. Toi, tu as été plus aimé que moi. Toi, tu as eu plus que moi. Bref, le jeu de toutes les familles. Et quoi de mieux que le matériel pour régler ce qu'on estime avoir été injuste pendant l'enfance ? Alors vous imaginez bien qu'une succession qui s'ouvre dans des conditions pareilles est porte ouverte à tout. Je vis mon deuil seul, ma famille ne m'aide d'aucune aide, alors qu'elle devrait être un havre de paix dans ce genre de moment. Et pire encore, elle est la source de tous mes problèmes. Je décide alors de m'éloigner, de prendre du recul. 1 semaine passe sans un appel, puis 2, et ainsi de suite. Je m'éloigne d'eux, mais eux s'éloignent également de moi. Personne ne cherche à me retenir. À ce moment-là, le schéma est simple. Ils sont 3 d'un côté et moi de l'autre. En fait, tout le monde vit, sauf moi, des revenus des sociétés familiales. J'en gère une, mais je gère également ma boutique. Grand bien m'a fait de l'avoir créée quelques années plus tôt. Les malversations dans ces sociétés battent leur plein, se multiplient. Et ils en arrivent même à me licencier sans juste motif de la gérance
de l'agence immobilière que je dirige. Tu ne veux plus faire partie du clan, tu n'es pas d'accord avec nos agissements, alors on t'évince. En somme, on te renie. Le message est fort et clair. Effectivement, je n'étais pas d'accord avec leurs agissements, parce qu'ils étaient déjà illégaux, et qu'en plus, tout était toujours tourné à leurs avantages. En fait, je m'aperçois à ce moment-là qu'il y a un jugement. Sophie, elle a toujours plus que nous. Sophie, elle a toujours gagné mieux sa vie que nous. Sophie, les gens l'adorent. Sophie, elle a plus d'amis que nous. Mais la réalité, c'est que oui, je gagnais mieux ma vie qu'eux, mais je travaillais 2 fois plus. Je travaillais 7 heures par jour, 12 heures par jour, 6 jours sur 7 dans la semaine. J'étais une mordue de travail, j'aimais ça. J'avais beaucoup d'amis, mais j'aimais les gens, ce qui n'était pas leur cas. Et les gens me le rendaient bien. Bref, ma famille me reprochait d'être moi. Le monde enchanté était bel et bien un mirage. Et il masquait les tensions et les jalousies de l'enfance qui enflaient silencieusement. À ce moment-là de ma vie, mes relations familiales sont catastrophiques. Ils viennent de me couper d'une partie de ma vie professionnelle, si importante pour moi. Et puis vous savez, quand vous êtes dans une phase de deuil, vous prenez du recul sur tout, mais absolument tout dans votre vie. Je m'aperçois à ce moment-là que dans mon entourage amical, beaucoup de gens me fréquentent par intérêt, pour mon réseau et également pour mon mode de vie. Un tri drastique s'impose naturellement. Et puis comme un malheur arrive rarement seul, mon petit ami de l'époque, que mon père connaissait, appréciait et donc pour moi validait, eh bien avec ce petit ami, j'achète une maison, et en achetant cette maison, il pense qu'il acquiert des droits sur moi et sur mon héritage non encore touché que mon père m'a laissé. Effectivement, le climat s'assombrit. Quelques mois plus tard, c'est la séparation. Et je rachète ses parts de la maison, mais non sans difficulté. À ce moment-là de ma vie, on est en 2017. Ma vie, c'est Hiroshima. Je n'ai plus de famille, je n'ai plus de petite amie. Et mon tissu amical s'est réduit comme une peau de chagrin. Les gens qui sont autour de moi se comptent sur les doigts d'une main. Mais eux, au moins, j'en suis sûre. Comment et pourquoi j'en suis arrivée là ? Ça, je le sais. Mais j'ai une autre question périlleuse et mystérieuse que je me pose. Mais pour aller où ? À ce moment-là, j'ai le choix. Soit effectivement, je reprends mes relations familiales comme avant, toxiques et en pleine conscience. Soit je décide de couper définitivement ces liens toxiques et de voler de mes propres ailes. La prison ou la liberté. C'est à ce moment-là d'un trauma qu'on choisit ou non d'être résilient. La résilience, c'est le choix qu'on fait de ne pas croire en la fatalité. De croire que justement, les malheurs sont là pour mieux rebondir, pour construire un avenir meilleur, pour un nouveau départ. Faire le choix de la résilience, c'est faire le choix de ne pas s'abandonner, de ne pas s'oublier. Et moi, à ce moment-là, je fais le choix de ne pas m'abandonner. Pour la première fois de ma vie, je retrouve mon instinct de survie, ou plutôt je le rencontre. Le deuil est cet état intérieur désertique qui m'a réveillé cet instinct de survie. Pour la première fois de ma vie, je me rends compte qu'il faut que je me fasse passer moi avant les autres, dans ma propre vie. Je commence alors un voyage intérieur long. Je suis seule et face à moi-même, et je me regarde. J'essaye de voir la personne que je suis, et surtout la personne que je veux devenir. Seule, au bord de la falaise, je décide de celle que je ne veux plus être. Je ne veux plus être Sophie, la fille de son père, la fille de sa mère, la sœur de son frère et de sa sœur. Je veux être moi. Je fais le choix d'être moi. Je fais le choix de ne plus être par rapport à ma famille, par rapport à tout ça. Je fais le choix de vivre par moi-même, d'exister par moi-même et pour moi. Alors je fais le tri. Je fais le tri dans le bon et le mauvais. Le bon qu'on m'a enseigné pendant mes 32 premières années de vie et le mauvais que j'ai vu, que j'ai subi et que j'ai incarné. Dans le bon, j'ai gardé mon père. Mon père a toujours été un modèle pour moi. Mon père était un homme de valeur.
intégrité, honnêteté. Mon père était également un exemple en matière de patience, en matière de sérénité, quelle que soit l'épreuve en face. Et puis j'ai commencé à déconstruire mes dogmes, déconstruire mes habitudes, déconstruire ma vision du monde, déconstruire mon rapport aux autres, ma vision de ma culture, ma vision de la famille, ma vision de mes racines. Bref, j'ai fait un reset mental complet. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait aider de mon psychologue, qui m'a enseigné beaucoup de bonnes choses. La première, c'est qu'on n'avait pas d'obligation dans sa propre vie. Et la seconde, c'est que de faire passer les autres dans sa propre vie n'était pas une option de vie pérenne. Le reset mental prend du temps et prend de l'espace dans ma vie. Les journées sont longues, les nuits sont courtes, surtout sur fond de deuil et de problématiques familiales. Les montagnes continuent de s'enchaîner, ma famille continue ses malversations, et moi, je persiste à vouloir me faire respecter. J'entame 2 procédures juridiques au tribunal pour me défendre. Et dans le cadre de ces procédures, je me rends compte davantage de qui ils sont, de qui je ne veux plus être. Je continue mon développement personnel de plus en plus motivé. Il y a eux et il y a moi. Je me vois m'émanciper, grandir, m'épanouir, devenir quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sans jugement, quelqu'un de sain. Et au fur et à mesure de ma transformation, j'attire dans mon monde, bien qu'il soit très fermé, par peur qu'il soit une nouvelle fois abîmé, des gens bienveillants et lumineux. Je vois les choses de façon différente. Alors non, le monde n'a pas changé et moi non plus. C'est mon regard sur les autres et mon regard sur moi qui a changé par rapport à avant. Ma construction, elle est en train de se faire. Alors vous devez vous demander comment est-ce que j'ai trouvé la motivation pour pouvoir avancer. La réponse est le pouvoir de la croyance. Je me suis dit qu'il n'était pas possible que mon père puisse me quitter en me laissant dans une telle situation, en laissant ma vie dans un tel champ de bataille, que forcément, de ce traumatisme et de ses conséquences, naîtrait quelque chose de positif. J'ai commencé à faire beaucoup de sport, 7 heures par semaine, à m'investir à 100% dans ma boutique, mon métier passion. J'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé, et j'ai voyagé seule, uniquement, pour des raisons professionnelles et également pour des vacances. Le voyage seul vous permet de vous rencontrer. Le voyage seul, c'est se découvrir soi, c'est se découvrir des défauts, des qualités qu'on ne se soupçonnait pas, et c'est repousser ses limites à chaque fois. J'ai grandi. J'ai continué à grandir, et ce parcours, en fait, à ce moment-là, je me suis dit que je ne serais jamais seule et je ne volerais jamais de mes propres ailes, je ne serais jamais moi, si je ne rompais pas tous les liens matériels avec ma famille. Alors à ce moment-là, je décide de mettre en place un schéma lourd et compliqué pour me séparer de ces indivisions. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je n'étais pas dans une seule indivision, mais dans 2. Celle de mon père et celle de ma grand-mère paternelle, qui était décédée quelque temps avant lui. Je ne me retrouvais plus face à 3 personnes, mais à 7. L'échiquier s'était agrandi. De ces successions, je voulais qu'une seule chose. La maison familiale dans laquelle mon père avait grandi, qui lui tenait tant à cœur. Il souhaitait impérativement qu'elle reste dans la famille. Et moi, je lui en avais fait la promesse sur son lit de mort. Cette maison faisait déjà l'objet d'un litige entre lui et ses frères de son vivant. Je continuais mon combat pour la liberté, pour ma liberté. Alors non sans peine, puisque les négociations dans ce genre de conditions, ce sont des coups bas, des chantages, des pressions, des tentatives d'intimidation. Mais je ne lâche rien. Les montagnes continuent de s'enchaîner. Et vous savez quel est l'intérêt de enchaîner les montagnes ? C'est que chaque montagne qui se présente est plus facile à gravir, à franchir. Vous êtes tel un trailer qui ne perd jamais sa ligne d'arrivée. Eh bien moi, c'était le cas, je ne perdais pas de mon objectif de vue. Mon objectif, c'était qu'à mes 40 ans, je voulais mettre d'effet de tous ces liens toxiques familiaux. Alors, j'avais décidé que mon quotidien ne devait plus être rythmé par les mails d'avocats, les conf calls avec les notaires, avec les coups de poignard avec les héritiers, les règlements de compte. J'aspirais à une vie normale et saine de quelqu'un de mon âge. J'estimais qu'avoir perdu mon père assez tôt était déjà bien assez suffisant à gérer.
Nous sommes le 20 décembre 2022. Vous vous souvenez de votre 20 décembre 2022 ? De ce que vous avez fait ? Eh bien moi, le 20 décembre 2022, j'ai passé un nouveau cap dans ma vie. J'ai signé le rachat des parts de la maison de famille. J'ai signé ma liberté. J'ai signé la fin de ces 2 successions. J'ai 38 ans et je me sens libre. Et surtout, j'ai honoré la promesse que j'ai faite à mon père. Alors cette maison qui tient tant à cœur, la voici. C'est celle-ci. Certains d'entre vous l'ont probablement vue en se promenant dans la rue de Paris. Cette maison, je souhaite y raconter l'histoire de la famille, mais celle avec un grand H. L'histoire de la Réunion, l'histoire de mes valeurs, de mes racines. Et je souhaite tourner cette maison vers l'avenir. Dans mon chemin de reconstruction, je me suis découverte moi, mais je me suis également rapprochée de mes origines, de ce qu'il y avait à préserver, à honorer et à valoriser. Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans, je suis libre. Ce travail de deuil et ses conséquences m'ont appris 2 choses. La résilience vous permet d'hériter de vous, et la seule personne qui ne vous abandonnera jamais, c'est vous. Alors prenez soin de vous, et si ce n'est pas déjà le cas, rencontrez-vous. Merci.